Bonjour et bienvenue pour ce 14e épisode d'une histoire de l'informatique moderne. Alors aujourd'hui on va parler des L4G, de l'infocentre et du développement de programmes et d'applications parce que évidemment c'est une problématique importante, très importante, primordiale même de l'informatique et donc de l'histoire de l'informatique. Alors d'abord L4G, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire langage de programmation de quatrième génération tout simplement. Et puis en anglais c'est 4GL. Mais alors les générations précédentes c'était quoi? C'était tout d'abord en premier lieu le binaire. Oui, les pionniers programmaient directement en binaire, soit en basculant des interrupteurs, soit par des cartes perforées. Et la première évolution, c'est l'apparition de programmes de type assembleur qui permettaient d'utiliser des mots-clés qui étaient équivalentes aux manipulations pour charger, lire les registres, les transférer, etc., etc. Ensuite, sur ce code, on passait justement à un programme de type assembleur pour transformer ça en langage binaire, machine directement. Ensuite, la troisième génération, c'est l'apparition des langages évolués tels que COBOL, Fortran, et ça a mis quand même une quinzaine d'années avant qu'on passe à ce niveau d'abstraction. Mais bien sûr, on va s'apercevoir que ça, c'était pas suffisant. Alors on va commencer notre exploration de cette problématique à travers ce que j'appelle les L4G purs, c'est-à-dire ceux qui n'accompagnaient pas forcément une base de données, qu'elle soit relationnelle ou non. Dans un premier temps, c'était plutôt non relationnel, puisque les tout premiers L4G, on considère que c'est Mark Ford d'Informatics, donc on a déjà évoqué, et puis Sperry Univac Mapper, qui a commencé en 69 à usage interne et qui a commencé à être commercialisé en 79. De toute façon, la grande vague des L4G, principalement sur mainframe et sur mini, c'est le tout début des années 80. Et donc, Ramis et Mapper et Mark Ford sont considérés comme les principaux. Alors, Mapper, ça voulait dire Maintain, Prepare and Produce Executive Report. Donc, c'était vraiment orienté rapport. Et à ce moment-là, il y a un consultant du nom de Jess Martin, on le voit en photo là, bon là il est un petit peu âgé, qui a vraiment contribué à faire connaître cette notion de L4G à travers des conférences, des livres, etc. Et il a fait une démonstration de la puissance des L4G à travers la solution à une question classique qui est connue sous le nom du problème de l'ingénieur. Par exemple, on veut donner une augmentation de 6% de leur salaire aux ingénieurs dont la note moyenne est de 7 ou mieux. Et donc pour résoudre ce problème, James Martin fit la démonstration qu'il fallait à peu près une douzaine de pages de COBOL et seulement 2 pages de Mark Ford, le L4G d'Informatics. C'était déjà un gros progrès. Mais avec Nomad, il arrivait à faire encore mieux puisque ce problème pouvait être résumé en une simple ligne que je vous affiche là en ce moment. Bon, en la lisant, on comprend à peu près qu'effectivement, c'est la traduction du problème mis en avant. Alors, si les L4G étaient aussi formidables que ça, pourquoi ils ne se sont pas généralisés? Eh bien, tout simplement parce que la contrepartie, c'est que ça consommait vraiment beaucoup de ressources. Et à l'époque, il faut se souvenir qu'en particulier sur mainframe, les ressources étaient rares et elles coûtaient cher. Donc on n'avait pas tellement envie de faire grossir les machines simplement pour faciliter le problème des programmeurs qui en plus avaient l'habitude de travailler avec IMS, des fichiers ISAM, COBOL ou d'autres langages comme PL1 par exemple. Et donc c'était pas tellement attractif comme proposition. Et quelque part, on est toujours un petit peu dans le même fantasme, c'est-à-dire que pour faire face aux crises du logiciel successives, et la crise du logiciel, ça se résume toujours à on voudrait plus d'applications, mais il y a déjà un temps d'attente, une file d'attente très importante auprès de nos programmeurs qui se chiffre en mois, si ce n'est en années. Donc on est obligé d'attendre, ça ne nous convient pas d'attendre, on voudrait une solution pour que ça aille plus vite.
Et évidemment, la solution qu'on imaginait à cette époque-là, mais c'est encore vrai aujourd'hui, hein, c'était de se dire, bah, il n'y a qu'à utiliser les utilisateurs comme programmeurs. Et d'ailleurs, si on regarde bien, le fait que le langage COBOL était très verbeux, ou même le SQL d'ailleurs, qui employait directement des mots anglais complets, c'était justement pour aller dans ce sens-là. On se disait, bah, c'est tellement simple, c'est tellement évident que les utilisateurs vont être capables de s'en saisir et de programmer par eux-mêmes. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. C'est un fantasme qui est toujours présent. Aujourd'hui, avec les outils no-code, low-code, etc., on, comment dire, on met en avant la notion de citizen développeurs, c'est-à-dire des développeurs ordinaires issus des rangs des utilisateurs qui se saisissent de ces outils et qui développent des applications sans attendre que l'informatique corporate s'en occupe. Alors, il y a des très bons exemples et des exemples qu'il faut encourager d'applications assez formidables qui ont été développées comme ça, mais d'une manière générale, on sait bien que c'est pas ça qui va solutionner le problème. Donc c'est un fantasme qui revient périodiquement, mais qui débouche sur rien, aussi bien à cette époque-là qu'aujourd'hui. Alors par contre, il y a eu une nouveauté dans ces années 70 qui était particulièrement intéressante, et c'est l'invention de l'infocentre. L'invention de l'infocentre, ça date du début des années 70 par IBM Canada. Et l'idée, c'était de dédier une deuxième machine, un deuxième mainframe, éventuellement le mainframe moins puissant qu'on avait remplacé par un plus puissant. On gardait l'ancien et sur l'ancien, on faisait de l'infocentre, justement. Et là, le fait qu'on utilise des L4G qui consomment beaucoup de ressources, bah, somme toute, c'est pas trop gênant puisque ça va pas venir perturber les applications de production, le transactionnel, et ça, il fallait absolument le laisser tranquille. Et surtout, on s'est aperçu qu'une grande partie des demandes des utilisateurs pour des nouveaux programmes, ça concernait principalement la génération de rapports, la génération de j'ai une requête, j'ai une demande et je veux la solution sous forme de listing qui me donne ces données. Et donc, ce n'était pas des applications complètes au sens propre. Et donc, dans ce cas-là, l'utilisation de L4G était tout à fait justifiée. Et puis, progressivement, on s'est aperçu que la principale utilisation de l'infocentre, c'était pour l'accès aux données, pour ce qu'on a ensuite appelé le décisionnel. Mais là aussi, on voit que c'est un jalon important dans l'évolution de l'informatique. En quelque sorte, à partir du moment où on avait solutionné et achevé la question du transactionnel à travers les différentes applications de production, bah hop, on grimpait d'un niveau dans la subtilité de l'usage de l'informatique et on commençait à vouloir l'utiliser pour ce qu'on appelle l'aide à la décision. C'est-à-dire, que se passerait-il si, par exemple, j'augmentais mes prix de 10%, ce serait quoi l'impact en termes de revenus? Bon, évidemment, on peut toujours rêver qu'on augmente ses prix et que le marché suive, mais enfin bref, on avait tout le temps plein de questions de ce goût-là, et des questions qui étaient tellement diverses, variées, et puis qui changeaient de semaine en semaine, que ça servait à rien d'essayer de les encapsuler dans une application, un programme rigide qu'il allait falloir changer tout le temps. Et donc l'infocentre, c'était la solution idéal. Le problème, c'est que à cette époque-là, même l'infocentre, ça consommait vraiment beaucoup de ressources, et donc on ne pouvait pas en faire autant que ce qu'on aurait voulu, mais bon, c'était un pas dans la bonne direction. Du côté des L4G, ça a évolué aussi parce que dans un premier temps, on a eu cette vague des L4G indépendants qui s'interfaçaient avec les différentes SGBD les différents SGBD du marché ou les fichiers ISAM, etc. Et puis on a vu une deuxième vague à partir du milieu des années 80, des années 90, où là on a eu les L4G couplés, c'est-à-dire que les éditeurs de SGBD, en particulier de SGBD relationnels, comme Oracle, Ingress, Informix, etc., ont vendu aussi leur L4G
pour, par exemple, PL/SQL chez Oracle, Informix 4GL du côté d'Informix, évidemment, avec une double intention. D'abord, c'était de dire, voilà, c'est notre langage qui exploite le mieux notre base de données, qui a le fonctionnement le plus performant, qui sait utiliser toutes les fonctionnalités. Enfin bon, on voit assez bien l'argument. Mais c'était aussi de faciliter la vente des bases de données en levant la question de oui, ok, c'est super, mais c'est dur à programmer. Ben non, c'est pas dur à programmer parce que si vous utilisez notre L4G qui vient bien packagé avec notre SGBD, vous allez voir, ça va super bien se passer. Et généralement, en fait, ces L4G, c'était du SQL encapsulé, c'est-à-dire qu'on avait des requêtes d'accès aux données en SQL et puis on avait un langage procédural autour pour faire tout ce qui était logique de traitement. D'ailleurs, PL SQL d'Oracle, c'est exactement ça, hein, c'est Procedural Language avec SQL. Donc on voit bien la logique. Dans les années 80 et 90, la problématique du développement d'applications en entreprise restait pleine et entière et les organisations essayaient de trouver des solutions telles que le recours à des méthodes. Alors en France, c'était les méthodes Meurize, aux États-Unis, c'était d'autres, mais en gros, ça revenait toujours à peu près à la même chose. C'est ce qu'on appelait les démarches de type waterfall, c'est-à-dire chute d'eau, et qu'on passe à l'étape suivante uniquement quand l'étape précédente est complètement complétée. Bon, donc c'était des méthodes très bureaucratiques, hein, très lourdes, monumentales même, où il y avait un gros classeur dans lequel il fallait tout consigner. Alors c'était l'horreur en fait, parce que les développeurs finalement passaient plus de temps à écrire ce qu'ils avaient fait que ce qu'ils avaient fait effectivement. Il y a par exemple, on trouvait des rapports du genre j'ai passé ma matinée dans une réunion à la con. Bon, évidemment, ils n'écrivaient pas ça comme ça, mais on devinait que la réunion avait servi à rien, si ce n'est à perdre du temps. Et donc, il y avait une illusion d'une démarche rigoureuse, mais en fait, on ne faisait que d'embêter les développeurs et de perdre du temps. Alors, certes, d'une façon très organisée, mais ça rajoutait encore du délai au délai. Et en plus de ça, il y avait une autre mode qui a fait très mal, en particulier en France, c'était la mode des schémas directeurs. Alors, les schémas directeurs, c'était quelque chose qui était vendu par les boîtes de consultants, les SS2I, ça coûtait très cher. C'était généralement composé de deux parties. D'abord un volet fonctionnel, l'analyse des besoins et des demandes afin de déterminer les applications qu'il fallait développer, comme si on ne le savait pas, puisqu'il y avait déjà une file d'attente terrible de gens qui réclamaient à corps et à cri des applications depuis éventuellement des années. Et puis un volet technique, définition d'une architecture informatique et réseau capable de supporter les applications qu'on avait identifiées. Bon, là aussi, on ne les avait pas attendus pour définir une architecture informatique et réseau. Elle était déjà en place. De toute façon, on n'allait pas l'effacer et la remplacer par une autre, parce qu'il y avait toujours un coût d'héritage très important qui fait que recommencer from scratch, repartir de zéro, ça n'arrivait simplement jamais. Et alors ces schémas directeurs, non seulement ils coûtaient cher, mais en plus ils bloquaient tout parce qu'il fallait attendre des mois pour établir ce plan, et quand enfin il sortait, il était déjà obsolète, il était victime de l'effet tunnel, c'est-à-dire que on attend longtemps avant d'avoir quelque chose, et quand on a quelque chose, en fait, ce quelque chose est adapté à la situation passée et pas à la situation présente, donc ça sert à rien. Alors, évidemment, avec le temps, les méthodes monumentales comme ça ont fini par apparaître pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire un gâchis de temps abominable, et on a essayé de remplacer ça par Agile. Sur Agile, il y a eu une relative déception, tout simplement parce que les mêmes gens, reprenant leurs réflexes, se sont dit il faut faire de l'agile, tout l'agile jusqu'à la dernière virgule. Donc ils ont eu une approche et une appréhension dogmatique d'agile qui n'était pas du tout dans l'esprit de la méthode. Alors certes, ils respectaient la lettre complètement, mais c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Enfin bon,
Tout ça pour dire que dans les années 80, c'était pas mieux qu'aujourd'hui parce que la bureaucratie et le micromanagement des petits chefs étaient là pour gâcher le quotidien des développeurs. Il y avait une autre mode également qui a coûté très cher, c'était ce qu'on a appelé le génie logiciel, avec ce que j'appelle l'illusion des AGL, c'est-à-dire les ateliers de génie logiciel. Alors, le génie logiciel, l'idée c'était de dire bon bah en fait programmer à la main c'est pas très malin. Il faut utiliser des générateurs de code. Alors comment on va faire? Voyons, on va se baser sur le schéma de la base de données et ensuite on va dire bon bah voilà, il faut développer des formulaires pour gérer cette base et on va générer ce code qui va permettre directement de faire les manipulations habituelles. Oui, enfin bon, ce sont les applications crudes de base que tout le monde sait faire à peu près automatiquement. CRUD, c'est pour create, read, update, et puis delete et edit, il me semble. Enfin bon, ça a peu d'importance. Mais bien sûr, les vraies applications, ça va bien au-delà des besoins de base qui sont couverts par CRUD. Et donc pendant des années, on a vécu dans l'illusion que les AGL allaient nous sauver, allaient permettre de développer rapidement des applications simplement en appuyant sur un bouton, en s'inspirant de sources de données. Et bien sûr, ça aboutit à pas grand-chose, voire à rien du tout, parce que d'abord parce que le monde du génie logiciel tournait surtout beaucoup autour des applications sur mainframe, des environnements mainframe, qui étaient à ce moment-là en plein déclin. C'était pas là-dessus qu'il fallait viser, c'était plutôt sur la nouvelle vague des PC en réseau. Mais ça, évidemment, les éditeurs de logiciels, de génie logiciel, ils n'avaient pas tellement envie parce que l'effort de vente était important. Et donc, il fallait vendre chaque licence avec un montant, un coût important. Et il n'y avait que dans l'environnement mainframe qu'on était prêt à payer plusieurs dizaines de milliers de francs à l'époque. Aujourd'hui, c'est en milliers d'euros. Pour un atelier de génie logiciel lourd, complexe et finalement peu puissant qui ne permettait pas de générer des applications réellement intéressantes. Tout ça a fini par voler en éclats au moment où les interfaces graphiques se sont généralisées et ce sera justement l'occasion de la deuxième partie de ce sujet sur les environnements de développement, les L4G. Dans cette deuxième partie, justement, on abordera la nouvelle vague qui s'est matérialisée au début des années 90 pour prendre en compte les interfaces graphiques, mais également pour prendre en compte le développement en réseau et en particulier le modèle client-serveur. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais découpé en deux volets pour tenir un rythme assez soutenu. Merci pour votre attention et votre fidélité. À très bientôt.